Bonjour à tous. Bienvenue pour cette deuxième édition de The Place to Crowd, organisée par Financement Participatif France et MangoPay. Je suis Florence Dehoupou, je suis directrice de Financement Participatif France, qui est une association professionnelle qui fédère les acteurs et l'écosystème de la finance participative. Donc, on a 65 plateformes de crowdfunding en dons, prêts, investissements en capital, etc., qui sont membres de l'association, mais également des banques, des cabinets d'avocats, des prestataires de monnaie électronique, des robots advisors, des investisseurs, etc. Et donc, depuis 2012, Financement Participatif France mène des actions de lobbying pour faire évoluer la réglementation relative au financement participatif en collaboration avec les pouvoirs publics et les régulateurs, des actions de promotion et de pédagogie autour du crowdfunding, de déontologie et de partage de bonnes pratiques. Et puis également, nous facilitons le développement de l'écosystème via des offres de services mutualisées, des rencontres entre les acteurs de l'écosystème. Et donc, en partenariat avec MangoPay, et à défaut malheureusement de pouvoir organiser des rencontres physiques, on a entamé une série de webinaires dont la première session s'est tenue le 11 février dernier sur le thème de l'évolution et des nouveaux enjeux du crowdfunding. Et d'ailleurs, le replay est disponible. Et de la même manière, le webinaire de ce jour sera aussi disponible en replay. Alors, pour les autres aspects techniques, vous avez la possibilité, vous avez un chat sur le côté de votre écran. Et donc, vous avez la possibilité de dire bonjour, faire des commentaires via ce chat. Et vous avez surtout un onglet questions qui vous permet, comme son nom l'indique, de poser des questions. Donc, n'hésitez pas. On a prévu un temps à la fin des interventions pour faire un échange de questions-réponses avec les intervenants, sachant que vous avez aussi la possibilité de voter pour des questions. Donc, comme ça nous permet, nous, de sélectionner les questions qui sont les plus plébiscitées et donc de prioriser les questions auxquelles on répondra à la fin des interventions. Voilà pour les aspects techniques. Alors, aujourd'hui, évidemment, relancer l'économie aujourd'hui est un enjeu de taille, particulièrement pendant la période de crise qu'on connaît. Et l'un des moyens identifiés pour permettre le rebond, c'est d'orienter l'épargne des particuliers vers les TPE-PME, vers le financement des TPE-PME. Et le financement participatif, en l'occurrence, est un moyen efficace et direct pour financer cette économie réelle. Donc, se pose la question des moyens fiscaux qui facilitent l'orientation de cette épargne, des freins qui peuvent être identifiés et des leviers qui pourraient être activés pour dynamiser un peu ce flux d'épargne vers les entreprises. C'est l'objet de ce webinaire, du webinaire de ce jour. Et avant de laisser la main à Charlie Perrault du Journal du Net pour animer les échanges et que je remercie chaleureusement, je passe la parole à Alexis Amar de MangoPay et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Bonjour à tous, merci beaucoup Florence pour l'intro, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Bon, c'est toujours un plaisir pour nous, MangoPay, que de parrainer, sponsoriser, ou en tout cas faire partie, prendre part aux événements de Finance Participative France, dont on est évidemment membre et actif, je dirais, et partenaire depuis de nombreuses années maintenant. L'objectif aujourd'hui, je vais pas prendre beaucoup de temps, c'est simplement, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, vous rappeler rapidement qui est MangoPay et quel est notre rôle au sein de l'écosystème du crowdfunding français, mais pas seulement. Donc, en quelques mots, MangoPay, c'est, je dirais, l'expert du paiement pour les plateformes de crowdfunding et les marketplaces, plus globalement appelé encaissement pour le compte de tiers, leader sur le marché européen. Donc, si vous voulez, ce qui est très important de retenir quant à MangoPay et à son positionnement sur le marché, c'est vraiment le fait que nous soyons aujourd'hui les seuls acteurs du paiement dédiés exclusivement à l'encaissement pour le compte de tiers, là où nos confrères vont adresser des besoins e-commerce assez globaux et de l'encaissement pour le compte de tiers en parallèle. Si vous voulez, la spécificité de MangoPay, c'est d'être né en 2013 et d'avoir toujours adressé un besoin exclusif, unique, celui de l'encaissement pour le compte de tiers. Et notre histoire, elle est très liée à celle du crowdfunding, puisque historiquement, on a démarré notre activité avec Litchi d'abord en 2009, puis est né MangoPay pour répondre aux besoins de Litchi, donc finalement une plateforme, on va dire, de financement participatif,
Et parmi nos premiers clients à qui on a vendu la solution de paiement MangoPay en 2013, Ulule, avec qui voilà, on a grandi, on a développé notre offre pour arriver, et pour vous donner là aussi quelques chiffres clés, je dirais, un renforcement de notre position en tant que leader sur ce marché-là pour aujourd'hui avoir à peu près 2500 clients répartis partout en Europe, donc de la marketplace et du crowdfunding. En quelques mots et les quelques chiffres clés concernant MangoPay, MangoPay, c'est 5,4 milliards d'euros de volume de transactions gérées sur 2020, un peu plus de 15 milliards depuis notre création en 2013. Parmi nos références majeures sur la partie crowdfunding, hein, puisque comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un segment historique pour nous et du coup, on est assez présent sur la place autour de cette table virtuelle, d'ailleurs, quelques-uns de nos partenaires. Donc, parmi nos clients les plus, je dirais, connus du grand public, Lendopolis, Anaxago, Minity, KissKissBankBank, Ulule, j'en ai évidemment parlé, Fundimo, Baltis Capital, par exemple, et j'en passe. Voilà, je ne peux pas tous les citer. Mipiz, hein, qui est un acteur incontournable également de la place du crowdfunding en France. Donc voilà, pour vous donner les quelques infos clés par rapport à MangoPay, pour terminer vraiment très rapidement là-dessus, quelle est notre offre, hein, en 2 mots? On vous fournit, à vous, plateforme de crowdfunding, et également Marketplace qui nous intéresse moins aujourd'hui, une solution de paiement, une techno qui permet d'automatiser la gestion des flux au travers de fonctionnalités dédiées en bénéficiant de notre agrément bancaire vous permettant une totale mise en conformité. Je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit aujourd'hui, c'était simplement un petit rappel qui pourrait être utile à quelques-uns d'entre vous. Donc, je vais laisser la parole à Charlie, comme le disait Florence, et je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un très bon événement. Merci Alexis. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette seconde édition. Donc organisée par Financement Participatif France. Et donc pour ce webinaire, nous allons cette fois parler effectivement du crowd equity et de la fiscalité, voilà, de voir un petit peu quels sont aujourd'hui les enjeux. On va évoquer effectivement aussi la loi Pacte, ce que ça a changé, mais aussi évoquer tout ce qui peut être les freins, les obstacles à tout ce qu'il y a eu récemment. Et je vais tout de suite présenter donc les intervenants d'aujourd'hui. Donc Alexandre Toussaint, donc, qui est fondateur de Baltis Capital, qui est donc une plateforme de crowdfunding immobilier. Ensuite, nous avons donc Clément Francôme, CEO d'Utocat, donc une start-up qui facilite l'investissement dans les entreprises non cotées en bourse avec PEA, PME, CTO, et vos solutions sont toutes basées sur la blockchain. Fabien Reynaud, aussi avec nous, qui est investisseur en crowdfunding. Et enfin, Olivier Jeanneret, associé au cabinet Arsène Taxan, et vous êtes spécialisé dans la fiscalité patrimoniale. Merci déjà à tous d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui, de nous donner un éclairage à chaque fois spécifique sur les différentes questions qu'on va aborder. Et je voulais déjà, pour commencer, quand même faire un petit... parler de quelques chiffres quand même, comme ça après on est débarrassé, notamment donc des chiffres qu'on a de la Banque de France. Alors les plus récents datent du 3e trimestre, hein, c'est ça, 2020. On attend encore du dernier trimestre. Donc, sur le marché du no-coté, on sait qu'il connaît quand même une croissance significative depuis quelques années et puis qui intéresse beaucoup les particuliers. Et donc, sur ces chiffres de Banque de France, je voulais quand même en souligner quelques-uns. Donc, même globalement, sur les produits fonds propres, ils représentaient 47,5 milliards d'euros au 3e trimestre, donc 2020, et 45,2% donc de ces 47 milliards concernent du coup les actions non cotées. Donc voilà, c'est pour monter un petit peu l'importance de ça. Et puis à titre de comparaison, je voulais aussi évoquer les actions non cotées, eux c'est 13,8 milliards et l'assurance vie 10,9 milliards donc pour ce 3e trimestre 2020. Et je voulais aussi souligner quand même concernant les encours, eux par contre ils stagnent, hein, pour le secteur coté 0,03% en plus et pour le non coté 0,4% en plus. Voilà. Voilà un petit peu pour les chiffres, hein, pour montrer un petit peu l'importance de l'investissement non coté.
Mais évidemment, aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est effectivement la fiscalité donc, dans l'equity. Et on voit en plus que les Français sont évidemment assez sensibles à ce genre de sujet, aux avantages fiscaux. Voilà, donc on va évoquer beaucoup de choses. Alors peut-être pour commencer, vraiment pour entrer dans le vif du sujet, voilà, parler tout simplement d'aujourd'hui, voilà, les différentes, voilà, sur la fiscalité aujourd'hui dans l'investissement de mon côté, un petit peu qu'est-ce que c'est, voilà, quels sont les différents voilà, petits leviers, dispositifs qui existent. Et je voulais justement que d'abord, Olivier, si vous pouvez un petit peu nous donner quelques éclairages assez précis là-dessus avant qu'on parle vraiment voilà, des gros enjeux autour. Oui, bonjour à tous. Merci Charlie. Olivier Jeanneret, donc avocat associé au cabinet Arsène, et je suis spécialisé en fiscalité patrimoniale, comme c'était dit en ouverture. La fiscalité, nécessairement dans un investissement, c'est un des outils, en tout cas, à prendre en compte pour imaginer sa rentabilité. En dehors d'un système de PEA, PEA-PME, on en reparlera un peu après. La fiscalité aujourd'hui en France, c'est une imposition globale à 30%. C'est le principe de droit commun. 30%, ça inclut de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, puisqu'aujourd'hui en France, sur tout type de revenu, il y a des prélèvements sociaux. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que sur une plus-value nette qui est réalisée, il y a 30% qui doivent être versés à l'État sous une forme ou une autre. Le PEA, PEA-PME, apporte pour ça un avantage considérable, puisque la fraction de ces prélèvements qui correspondent à l'impôt n'est pas due dans certains cas de figure, et notamment si le PEA ou PEA-PME a plus de 5 ans. Alors, c'est 5 ans à prendre en compte par rapport à l'ouverture, ce n'est pas 5 ans d'investissement. Donc ça, c'est pour ça qu'il est toujours dit qu'il faut prendre date assez tôt sur des instruments tels que le PEA et le PEA-PME pour pouvoir faire courir le délai de 5 ans. Comme je vous disais, l'imposition de droit commun, c'est 30%. Il y a 12,8, c'est de l'impôt sur le revenu, et 17,2 sont des prélèvements sociaux. Et donc, quand vous êtes dans le PEA ou PEA-PME, en remplissant toutes les conditions pour pouvoir y être, ça permet deux avantages particuliers. Déjà, un, vous n'êtes pas imposé au jour où vous réalisez la plus-value, alors que dans le régime de droit commun, vous êtes réalisé au titre de l'année où la plus-value a été réalisée. Dans le PEA ou le PEA-PME, vous êtes fiscalisé qu'au jour où vous sortez les sommes de l'enveloppe. Et en plus, si vous bénéficiez, si vous avez détenu les titres pendant au moins 5 ans, pardon, si le PEA ou PEA-PME a été créé il y a plus de 5 ans, dans ces cas-là, vous ne payez que 17,2. Donc, il y a un écart qui est important, et qui est ces deux facteurs-là, c'est un écart de taux et c'est un écart de timing de paiement de l'impôt. Super, merci beaucoup déjà Olivier pour ces premières explications. Alors évidemment, les plateformes de crowd equity sont concernées aussi par voilà, tous ces dispositifs. Et je voulais savoir, peut-être Alexandre, vous, côté effectivement plateforme, est-ce qu'aujourd'hui, tous les projets que vous présentez sont éligibles ou pas au PEA-PME? Est-ce que c'est assez courant ou pas chez les plateformes de crowd equity en France? Ouais, bonjour à tous. Merci Charlie. Alors effectivement, sur les projets de Baltis Capital sont éligibles au PEA et au PEA-PME depuis qu'on a été créé en 2016, pour la simple raison que les projets sont sous forme d'actions. Donc aujourd'hui, les actions sont éligibles au PEA et au PEA-PME. Alors il y a quelques grandes règles à respecter pour la société qui émet les actions, mais qui sont assez faciles à respecter. C'est généralement le siège social qui est situé en Union européenne, moins de 5 000 salariés, un chiffre d'affaires de moins de 1,5 milliard d'euros. Donc forcément, les projets sont souvent des coquilles d'investissement, donc qui respectent ces conditions-là. Et ensuite, à partir du moment où la société émet donc une augmentation de capital, les investisseurs donc souscrivent à des actions, donc sont actionnaires de la société. Donc ça, c'est éligible au PEA et au PEA-PME depuis toujours. Que la prépondérance soit de l'immobilier, que ce soit du private equity ou toute autre activité, quelle que soit l'activité, ces actions-là sont éligibles au PEA et au PEA-PME. Donc c'est pour ça que souvent le private equity, donc l'investissement dans des startups ou des jeunes PME, a toujours été éligible au PEA et au PEA-PME depuis toujours. Le crowdfunding immobilier l'est depuis toujours aussi, parce que l'outil, c'était des actions. Et l'évolution assez récente, notamment la loi Pacte, on y reviendra, mais c'est que les obligations
sont maintenant éligibles au PEA-PME, donc pas au PEA, en tout cas pas encore. Elles sont éligibles au PEA-PME. Et ça, il y a beaucoup de projets de crowdfunding immobilier qui concernaient le financement de promoteurs et de marchands de biens qui se font via une émission obligataire. Donc maintenant, depuis le 1er juillet, officiellement, on peut investir dans ces projets-là via un PEA-PME. Alors dans les faits, ça a pris un peu de temps parce qu'il fallait que les banques mettent à jour leurs tuyaux. Donc ça, nos amis du TOCAT sont d'une grande utilité pour ça. Mais en tout cas, sur le crowd equity général, qui est souvent en action, c'est depuis toujours éligible au PEA et PEA-PME. Le crowdfunding immobilier, ça a toujours été action, donc PEA-PME, et assez récemment, obligation, donc PEA-PME. Super, merci. Très clair. Et est-ce qu'aujourd'hui, là, justement, les investisseurs, les particuliers, sont sensibles ou pas à ces avantages fiscaux, enfin, en tout cas du PEA-PME? Est-ce que peut-être d'ailleurs, Fabien, vous êtes notre investisseur, donc est-ce que c'est une question voilà, que vous êtes posée tout de suite ou voilà, vous étiez d'abord plutôt intéressé par voilà, peut-être diversifier vos placements Tout à fait. Donc bonjour à tous. Donc, je suis effectivement investisseur en crowdfunding. Alors, en parallèle, on va dire en tant qu'amateur, on va dire. Donc, mon activité principale, je suis chef de projet dans l'édition logicielle. Donc, pour diversifier mon patrimoine, effectivement, je me suis intéressé à l'equity crowdfunding en equity, surtout sur l'aspect de part, on va dire. Mes choix personnels de vouloir investir dans des startups, dans l'innovation. Et je pense quand même la fiscalité aujourd'hui, c'est pas l'objectif premier de l'investisseur, ça reste un objectif quand même secondaire. Surtout sur le crowd equity qui consiste donc à investir dans des projets bien particuliers, bien définis. On n'est pas dans l'investissement dans un fonds quelconque, on ne sait pas exactement dans quoi on investit, là, on sait exactement pour quel projet particulier on investit. La première volonté de l'investisseur, c'est justement donc de soutenir ce projet en question-là, et finalement la fiscalité, c'est quelque chose qui vient en plus pour l'inciter, j'allais dire, à investir ou même à la rigueur à investir davantage qu'il ne l'aurait fait sans fiscalité. Donc pour moi, la fiscalité, elle reste quand même un objectif secondaire par rapport finalement à la qualité intrinsèque du projet dans lequel on va investir. Vous êtes quand même posé la question à un moment donné, j'imagine, et quelle a été un petit peu votre réflexion, parce que tout le monde n'est pas spécialiste de la fiscalité. Oui. Donc, voilà, comment est-ce que vous avez pu arbitrer tout ça? Alors aujourd'hui, en fait, on a les deux dispositifs, donc l'IR-PME et le PEA-PME. Alors, ce qui rend compliqué la tâche, je vais dire, c'est de choisir le bon dispositif. La stratégie, clairement, enfin, on va dire si quand nos investissements réussissent, la stratégie gagnante, c'est effectivement le PEA-PME. L'IR-PME, il reste quand même assez attractif puisque pour l'investisseur, en tout cas, c'est une défiscalisation qui intervient tout de suite l'année d'après, l'année suivante l'investissement, et qui est certaine que le projet je parle de projet donc d'investissement dans des startups typiquement, dans des TPE, PME, que le projet réussisse ou pas, la défiscalisation elle est certaine. Tandis que effectivement dans le PEA-PME, la défiscalisation se fera en cas de succès. Et pour ma part, en tout cas, comme j'ai investi dans des startups, on sait qu'effectivement un grand nombre, ça fait partie du jeu, un grand nombre ne va pas réussir. Donc tout l'équilibre ou la stratégie, j'allais dire, à définir, pour moi, elle n'est pas, si je prends mon cas personnel, effectivement, elle est très difficile à définir puisque je sais pas dire a priori quelle sera la bonne stratégie entre défiscaliser tout de suite ou attendre potentiellement des potentielles plus-values que je pourrais défiscaliser peut-être. D'accord. Alors peut-être Olivier, justement, ce serait quoi cette meilleure stratégie comme Fabien le disait? Non, mais ce qui est intéressant, ce que vous dites, Fabien, c'est que, vous ne placez pas la fiscalité comme étant la raison de votre investissement, et c'est que comme ça qu'à mon sens, on réalise des bons investissements. Après, l'autre point qui est très juste aussi, c'est que l'IR-PME, c'est un peu court-termiste, il y a une certitude.
c'est du management de risque, de la même façon, c'est l'avantage fiscal. Est-ce que vous voulez un avantage certain, mais minoré quelque part, parce que ça soit 18% ou 25% du montant investi, ça reste potentiellement limité, versus l'exonération de la plus-value sur la fraction impôt sur le revenu, qui, elle, est sans limite. Donc, nécessairement, ça dépend de la confiance qu'on a dans le projet et de l'horizon. C'est sûr que si c'est un horizon court terme versus un horizon long terme, l'horizon long terme est plus favorable au PEA-PME. D'autant plus si, comme vous l'aviez mentionné, la fiscalité n'est pas la raison de votre investissement. Normalement, ça détourne l'investisseur du mécanisme d'IR-PME pour favoriser celui du PEA. Ok, super, merci. Et peut-être, Alexandre, vous, côté plateforme, encore une fois, est-ce que c'est un sujet qui est régulièrement évoqué par les investisseurs sur votre plateforme? Parce qu'il y a des questions qui se posent ou c'est pas non plus un sujet de grand intérêt? Pour eux, c'est vraiment trouver d'abord le projet qui leur correspond. Ouais, alors nous, c'est un sujet presque quotidien. On a beaucoup d'investisseurs qui sont fiscophobes. Ça, c'est quand même incroyable. Ils commencent leur mail en disant je suis désolé, je suis fiscophobe, je déteste payer de la fiscalité, quoi. Donc, ça, on sait que le français aime bien, en tout cas, optimiser sa fiscalité. Par contre, là, je rejoins Fabien et Olivier, c'est que pour moi, la fiscalité ou la carotte fiscale ne doit pas être du tout la motivation numéro une. Ça peut même biaiser, je trouve, une décision d'investissement, d'investir uniquement parce que c'est un produit qui défiscalise. Certes, ça peut rentrer dans la balance, mais en tout cas, ça ne doit pas être le critère numéro un. Donc, l'objectif numéro un, c'est choisir un projet qui nous correspond, qui correspond à nos convictions, qui correspond à nos stratégies de temps, de montage et autres. Et ensuite, si la fiscalité, on peut l'adoucir ou l'optimiser, tant mieux. Donc, c'est vrai que le crowd equity, notamment dans l'immobilier, on peut d'abord choisir un projet et ensuite, maintenant, loger ses titres dans un PEA ou PEA-PME. Donc, c'est sûr qu'on a aussi, entre guillemets, cet avantage fiscal. Donc, nous, c'est un sujet, voilà, pour répondre à ta question, Charlie, très quotidien, parce que les investisseurs aiment bien investir dans un projet qui leur ressemble et s'ils peuvent additionner ça à une optimisation fiscale, ça leur correspond très bien, quoi. Mais il y a aussi un fort effort de pédagogie à faire, parce que entre les fiscophobes et les complètement non avertis, nous, chez Baltis, par exemple, on se force à conseiller nos investisseurs en disant, au fait, est-ce que vous avez un PEA? Est-ce que vous avez un PEA-PME? Si ils n'ont pas de PEA, donc comme disait Olivier, on leur dit prenez date, ouvrez votre PEA, mettez 50 € dessus et puis attendez de trouver un projet qui vous correspond. Mais en tout cas, prenez date, ouvrez-le. Donc, on essaye d'avoir ce vrai effort de pédagogie pour conseiller au mieux nos investisseurs pour qu'ils puissent investir, dans les meilleurs projets, mais aussi de la meilleure des manières. Merci. Clément, je vous ai pas oublié. Peut-être que vous vouliez prendre la parole sur ce qui a peut-être, ou alors réagir sur ce qui a été dit par déjà nos autres intervenants. Pareil, vous avez le même sentiment, pas le sujet numéro un, mais... Donc nous, à notre niveau, on intervient plutôt une fois que la décision est prise. Donc, nous, ce qu'on voit à notre niveau, c'est que les investisseurs sont, très motivés pour bénéficier de cet avantage fiscal qu'est le PEA. On a moins de recul sur l'avantage fiscal directement à la source avec l'IR-PME, puisqu'on voit passer que les investissements via PEA à notre niveau. Donc on sent que ce sont alors pour nous c'est des utilisateurs, donc des investisseurs pour la salle ici présente, qui sont très motivés pour bénéficier de cet avantage. On sent qu'ils ont l'habitude que ce soit, on va dire, administrativement compliqué. Donc nous on sent que voilà, il y a de l'engouement, il y a un besoin. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails de notre activité pour l'instant, mais donc nous, on est plutôt, comme on voit vraiment que la fin des opérations, au moment où il faut vraiment payer, on a plutôt tendance à voir uniquement la partie des personnes très très motivées par le sujet, quoi.
Pas le même public, effectivement. Oui, je voulais maintenant évoquer avec vous un deuxième gros morceau, on va dire, qui a été donc la loi Pacte, entrée en vigueur en 2019 et qui a changé quand même, qui a apporté pas mal de changements sur le PEA, PEA-PME. On ne va pas tous les énumérer ici, mais effectivement, rehaussement du plafond PEA-PME à 225 000 et surtout, ce qui nous intéresse quand même aujourd'hui, l'élargissement des titres qui peuvent être aujourd'hui hébergés dans un PEA-PME, ça concerne effectivement directement les plateformes de crowdfunding. Alexandre en a un peu parlé justement. Et est-ce que ça a permis, cette loi Pacte, en gros, de démocratiser un petit peu déjà ce sujet ou pas d'investissement de côté, des avantages fiscaux qui vont avec? Vous, Alexandre, depuis, est-ce que vous avez vu un grand changement là maintenant, puisqu'on a un peu de recul? Un grand changement, non, parce que on a assez peu d'investisseurs, je pense, qui sont aussi connectés aux évolutions de la loi Pacte. C'est quand même nous des investisseurs particuliers qui sont pas trop à jour. Donc après, on a essayé de faire pas mal de communication dans la presse pour expliquer qu'il y avait eu des évolutions et qui vont quand même dans le bon sens, avec des plafonds qui augmentent, avec des frais qui diminuent. Donc c'est censé démocratiser un peu plus. Mais sinon, la loi Pacte, en fait, c'est nous, en fait, on est les intermédiaires entre, on va dire, la loi Pacte, entre le gouvernement et les investisseurs pour leur expliquer, pour leur traduire un peu, si on veut, les grandes lignes de ces évolutions, pour leur dire, voilà, là, ça vaut vraiment le coup d'y aller maintenant. Vous avez aussi le PEA-PME maintenant qui est éligible pour les obligations. Donc, c'est plutôt à nous d'apporter le conseil parce que si nous, on ne le fait pas, je vois pas vraiment qui va le faire. Donc, on a un peu un devoir de conseil supplémentaire pour transmettre l'information. Et vous, Olivier, pareil, vous avez senti un changement, en tout cas de connaissance, de prise de conscience ou pas depuis 2019, peut-être début 2020? Pas nécessairement, parce que de la même façon, et je rebondis sur ce qui vient d'être dit, il y avait celles et ceux qui connaissaient déjà et que finalement, ça n'a pas vraiment été une révolution. Cette loi Pacte, ce ne sont que des mesures qui sont intéressantes, qui sont favorables, c'est des assouplissements, une flexibilité, mais ce n'est pas une révolution pour autant. Et donc, celles et ceux qui étaient déjà, qui utilisaient déjà le PEA, PEA-PME, quelque part ont été informés, mais ceux qui en étaient en dehors le sont toujours aujourd'hui. Ok. Et vous, peut-être, Fabien, comment est-ce que vous avez pris ces changements un peu réglementaires? Est-ce que ça a un petit peu influencé vos différents arbitrages ou pas? Un petit peu, mais plus dans le sens où effectivement il y a eu de la communication qui a été faite. Mais j'allais dire, au-delà de la communication, c'est plutôt ce qui manque aujourd'hui encore, c'est un peu plutôt la partie éducation. Que les gens aient conscience qu'il y ait deux mécanismes de fiscalité, mais surtout comprennent les tenants, les aboutissants de chacun, pour que justement chacun puisse adapter par rapport à sa stratégie, à ses choix, quel est le meilleur système. Et au-delà et donc pour moi c'est plus un problème finalement à la fois de communication, mais surtout d'éducation, pour bien enseigner effectivement à des personnes qui sont pas du tout experts, ou sont des experts suffisamment experts, on va dire, de la fiscalité pour comprendre les inconvénients, les avantages de chaque système. Donc, une communication normale, enfin, on va dire suite au changement normal. Par contre, c'est plus cet aspect éducation pour moi qui manque et pour inciter, enfin, pas inciter les investisseurs, mais au moins leur donner toutes les cartes pour bien décider, quoi. Mais J'en profite juste pour poser une question, je me permets. Fabien, est-ce que ta banque qui gère ton PEA t'a fait une alerte ou une communication justement sur ces évolutions-là? Non, pas du tout. Non. Typiquement, c'est le PEA-PME, finalement, il est apparu niveau des banques, pas du tout. Et il est juste apparu sur certaines plateformes de crowdfunding comme étant une nouvelle option quand les titres étaient éligibles au PEA-PME. Mais voilà, hormis le fait de voir un nouveau dispositif, si la personne ne se renseigne pas d'elle-même pour savoir à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'elle veut faire,
l'investisseur lambda, finalement, il n'en sait pas plus. Ouais, donc tu aurais aimé que ta banque te fasse une petite note, une petite alerte nouveauté. Ouais. C'est ça, oui, c'est ça, oui, typiquement. Et bah, du coup, vous, Alexandre, chez Baltis, comment ça s'est passé? Vous avez mis ce fameux système d'alerte en place, quelque chose? Vous en avez parlé pas mal en amont, plutôt après? Bah, nous, c'est quelque chose qu'on met assez en avant sur notre site, dès notre page d'accueil, en disant que nos projets sont éligibles au PEA ou au PEA PME. Et quand on souscrit, on a une petite case en disant j'investis, je souscris via un virement ou via un PEA PME. Donc normalement, c'est quand même, ça clignote un peu partout, disant que c'est éligible. Après, encore une fois, on communique pas mal dans la presse sur ce sujet-là, qu'on essaie de relayer en interne dans nos newsletters mensuels. On a aussi monté et créé un petit guide comment investir depuis son PEA ou PEA PME dans nos projets, avec les étape par étape pour montrer que on en reviendra, c'est un peu complexe en termes d'administratif, mais que, un, c'est possible et que deux, ça vaut quand même finalement le coup de le faire. Donc, on essaye de faire de la pédagogie sur notre site, dans notre newsletter, et auprès de chaque investisseur qu'on a quand même très souvent au téléphone pour un premier rendez-vous ou physiquement. Le PEA est systématiquement abordé en disant, ça fait partie de notre feuille de discussion en disant on va forcément parler du PEA et du PEA PME à un moment donné de la discussion. Parce qu'encore une fois, s'il en a un, il faut qu'il l'utilise, et s'il n'en a pas, il faut qu'il en ouvre un. Donc c'est naturel chez nous. Ah bah, Clément, vous qui êtes effectivement, les banques sont aussi vos interlocuteurs, hein. C'est quelque chose, voilà, et comme disait Fabien, il n'a pas reçu du tout d'alerte. C'est quelque chose, vous confirmez. C'est pas un sujet sur lequel voilà, les banques sont très voilà, enclines à communiquer. Oui, tout à fait. Les clients sont nos clients, les banques sont nos clients, voilà. Et du coup, on a la voix du client avec nous. Donc, du point de vue des banques, le PEA, ça suffisait puisque les banques ont en tête de distribuer, de vendre ou de prendre connaissance que les produits qui sont dans leur catalogue. Donc, du coup, le crowdfunding ne faisant pas partie du catalogue d'aucune banque, elles n'ont pas l'intention de faciliter les investissements dans ce milieu-là. Et comme pour elles, le PEA simple suffisait, elles n'ont pas vraiment vu l'intérêt du PEA PME, puisque, finalement, les PEA pour elles n'étant pas entièrement remplis, il y a peut-être même pas 5% des PEA qui sont remplis. Du coup, elles ont dit, finalement, pourquoi on mettrait en avant le PEA PME, sachant que les PEA ne sont pas encore remplis. Donc, elles n'ont pas vraiment vu d'intérêt. Et puis, comme elles ne distribuent pas les obligations ou d'obligations en général, ou alors elles le font directement via la bourse, et ces obligations ne sont pas forcément éligibles PEA PME. Voilà, donc pour elles, ça les concernait pas plus que ça. Donc, je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles elles n'ont pas trop communiqué. Et puis, la tendance pour les banques, c'est plutôt de mettre en avant l'assurance vie, plus que le PEA PME, puisque dedans, elles peuvent tisser des partenariats plus larges avec des acteurs plus grands. Ça leur permet d'être plus rentable, puisque l'assurance vie est un sujet plus rentable pour elles, malheureusement pour le PEA du coup. Ouais. Et vous travaillez aussi avec certaines plateformes de crowdfunding. Est-ce qu'elles, justement, vous remarquez vraiment la différence dans la communication? Alexandre nous disait que voilà, c'était quelque chose qui apparaissait déjà en page d'accueil. Est-ce que vous remarquez effectivement plus de prise de, en tout cas, de pédagogie et de communication de la part des plateformes plutôt comparées aux banques? J'ai, pour faire simple, deux types de plateformes, celles qui ont un certain âge, 5 ans et plus, et puis celles qui sont un peu plus jeunes. Donc, si je généralise, bien qu'évidemment, il y a toujours des exceptions, vu la centaine de plateformes qui existent, les plus jeunes plateformes ont tendance à mettre en avant le PEA, le PEA PME, parce qu'elles peuvent s'en servir comme outil de différenciation, ou alors parce qu'elles ont juste envie que ce soit vraiment très très optimal. Et puis elles font aussi l'effort de digitaliser, de prendre le sujet pour elles, d'améliorer la situation, d'accompagner les clients, d'être vraiment dans un service de haute qualité.
alors que les plateformes plus anciennes ont fait face aux fortes réticences des banques pour l'usage de leur PEA dans le cadre des opérations de crowdfunding. Elles ont un peu évangélisé la place, on va dire, et se sont peut-être un petit peu échaudées ou essoufflées. Et donc, elles ont tendance à moins promouvoir le PEA ou le PEA-PME à date, en tout cas pas forcément en pleine page ou pas forcément en direct, notamment parce qu'elles se retrouvent un petit peu à faire du conseil fiscal ou financier, ce qui n'est pas dans leur agrément. Et donc, ça les embête vraiment de devoir expliquer à leurs clients qu'est-ce que le PEA-PME, parce qu'elles ne sont pas spécialement habilitées à en parler. Donc, pour toutes ces raisons, finalement, certaines plateformes font l'effort de bien mettre en avant ce produit et d'autres moins pour toutes les raisons que j'ai citées. Effectivement, peut-être Alexandre préciser, si vous pouvez peut-être préciser voilà, que toutes les plateformes ne sont pas, effectivement, n'ont pas cet agrément de conseil en investissement, il en existe plusieurs. Voilà. Oui, alors déjà pour revenir à ce que disait Clément, en tant qu'expérience à deux niveaux, alors déjà moi à titre personnel où j'ai déjà investi dans des projets, dans des projets qui étaient en action donc sur des plateformes. Moi mon PEA il est à la banque au CIC, qui est l'un des partenaires donc du TOCAT, et c'est vrai que quand je souscris à titre personnel dans un projet via mon PEA grâce à UTOCAT, donc qui permet de connecter l'investisseur, la plateforme et la banque, ça prend 3 minutes. J'upload les documents, je les signe en ligne et effectivement en 3 minutes c'est fait. Donc grosse satisfaction personnelle parce que j'ai la chance d'être au CIC et parce que le CIC est déjà partenaire du TOCAT. Donc j'espère que les autres banques vont se connecter aussi. Et ensuite en tant que plateforme, donc une fois que l'investisseur il a rempli ses informations sur UTOCAT, sur Catalyseur, la plateforme elle fait un premier check. Donc c'est-à-dire que moi si Fabien fait une souscription sur un projet de Baltis, je reçois les informations, je reçois les documents, je les relis, je les contrôle, je vérifie les informations, je signe en 3 minutes aussi, via DocuSign aussi, et c'est parti. Donc ça veut dire que ça peut être très facile et très simple de souscrire, autant pour l'investisseur que la plateforme. Alors je ne sais pas comment ça se passe concrètement au niveau de la banque, mais que j'imagine que c'est quasiment aussi simple pour elle. Elle va recevoir une alerte en disant Monsieur Fabien a signé, la plateforme Baltis a signé, est-ce que vous pouvez faire un check et ensuite vous envoyer les fonds, quoi. Donc c'est devenu très simple, enfin ça devient très simple avec certaines banques. Donc logiquement, ça devrait démocratiser l'investissement à travers son PEA ou son PEA-PME. Ok, super, merci. Voilà, c'est bien plus clair. Je voulais venir maintenant aussi quand même aux freins qui existent aujourd'hui, un petit peu, et puis effectivement les évolutions qu'on peut imaginer, envisager. Et on commençait à y toucher du doigt là. Voilà, Alexandre, quand vous parliez que vous là, ça vous prenait 3 minutes, mais c'est pas forcément le cas partout. Et d'ailleurs, un des freins, et notamment la dématérialisation, la digitalisation, tout ce process. Alors, voilà, on va dire qu'aujourd'hui, il est très peu, ou voire pas du tout digitalisé, en tout cas. Peut-être Clément, je voulais que vous nous expliquiez un petit peu en quoi aujourd'hui, c'est pas le mot d'ordre, la dématérialisation, et en même temps présenter peut-être, ça fait un peu instant promo, mais en même temps, vous êtes un des rares acteurs à le faire en France, montrer qui est UTOCAT et en quoi justement vous venez faciliter tout ça. Ouais, merci l'instant promo. Donc, je vais commencer par la contrainte. Donc aujourd'hui, les banques, comment ça se passe? Pourquoi c'est compliqué pour elles comme pour les investisseurs? L'investisseur, s'engage, il investit, et puis maintenant, en gros, il s'agit de faire le virement, quoi. Donc, il se dirige vers son point de contact habituel, qui est normalement son banquier. Donc, il va le voir parfois même physiquement. Voilà, je vais mettre, je sais pas, 5 000 € dans Baltis Capital. Et puis, voilà les documents, je les ai apportés avec moi, tout va bien. Et puis finalement, le banquier, déjà, première chose qu'il va demander, c'est quel est le code ISIN de cet investissement. Donc là, si vous êtes comme moi à l'époque, un code ISIN, ça ne vous parle pas. Un code ISIN, ça veut dire quel est le code de votre société cotée en bourse. Donc, évidemment, il n'y en a pas, puisqu'on est dans une société qui n'est pas cotée en bourse. Donc déjà,
Premier problème, il faut déjà avoir compris que ça voulait dire que c'était coté, mais qu'en fait, on n'est pas dans une société cotée. Donc déjà, voilà, ça démarre plutôt mal. Bon, une fois qu'on a compris que ce n'est pas la procédure habituelle, bon, le banquier n'est pas bien à l'aise avec ce genre d'opération en général, donc il va chercher un peu de documentation et puis voilà. Et puis il la fournit au client directement parce que n'étant pas à l'aise, il ne sait pas vraiment comment remplir les formulaires internes de la banque. Oui, c'est un peu stressant, donc voilà, il le confie au client. Donc le client se prend sa ramette de papier puis il va chez lui. Il remplit comme bon lui semble. Des fois, il y a des choses qu'il ne comprend pas, donc il ne remplit pas en se disant c'est pas grave. Il les confie au banquier et puis le banquier relit comme il peut parce qu'il n'est pas habitué. Et puis, bon, il a survolé rapidement parce qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il faut mettre. Donc, il le prend et puis il le donne à ce qu'on appelle un middle office. Donc, un middle office, c'est un service qui est dédié à savoir si la bonne signature a été mise au bon endroit, sur le bon papier, la bonne date, voilà, et que ça apparaît correct, ce qui est en train d'être fait. Les documents du middle office, il les prend et il les donne enfin au back office. Donc là, généralement, c'est une entité centrale dans la banque. Il y en a un pour le pays entier. Donc, il prend les documents et là, par contre, ils vont vraiment les lire. Ça veut dire que tous ceux d'avant l'ont pas tout à fait lu. Et là, il y a une vraie vérification réglementaire pour être sûr que tout est bien conforme. Et c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte qu'il manque un document, une signature, que finalement, le document est mal rempli, c'était le nom de madame, en fait, c'est monsieur qui investit. Voilà, il y a une incohérence, on va dire, métier. Et ben, ils prennent la liasse de papier et hop, là, par la poste, et c'est reparti. Donc, vous imaginez bien que ça peut prendre du temps. Bon, donc ça, c'était avant, ou en tout cas maintenant, dans la plupart des banques. Donc nous, aujourd'hui, les banques qu'on a le droit de citer, c'est CIC, Banque Transatlantique. Nous avons 3 Crédit Agricole, Crédit Agricole Nord-de-France, Aquitaine et Languedoc. Voilà. On a Caisse d'épargne Hauts-de-France également. Donc tout le CIC et toute la Banque Transatlantique. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe avec notre système? Donc, en fait, nous, on va reprendre la procédure actuelle et l'entreprise signe un document, l'investisseur aussi. Alors là, ils sont guidés, c'est-à-dire qu'ils savent exactement qu'est-ce qu'on doit mettre à quel endroit. Parce que notre formulaire est plutôt simple, on le remplit et puis toutes les cases sont remplies comme il faut. Notre logiciel va faire en sorte que tout ça soit correct et dans les bonnes cases de chaque banque. Parce que chaque banque a ses standards. Il faut comprendre que les banques, ce n'est pas standard. Chaque banque a son standard, sa façon de remplir le document, sa façon de signer, sa façon de mettre des petites lignes en plus ou en moins. Donc nous, notre système vous permet de ne pas avoir à vous préoccuper de ça, vous, investisseurs, ou vous, plateforme, ou vous, entreprise. Et donc, notre système va très simplement vous montrer que ce dont vous avez besoin. Une fois que vous remplissez tout, on sait que ça va être bon de notre côté, parce qu'on sait exactement ce qui est attendu derrière dans le back-office, celui qui va vraiment faire le contrôle. Et si j'en reviens à l'étape d'Alexandre tout à l'heure, qui se demandait un petit peu ce qui se passait quand ça arrivait dans le back-office, le back-office reçoit une alerte, voilà, le client a signé, l'entreprise a signé. Nous, on a un système qui détecte où est-ce qu'on en est dans le parcours interne et qu'est-ce qui reste à faire. Et puis, le système catalyseur va dire, voilà, il faut maintenant qu'on a passé toutes les étapes, il faut faire le virement. Donc, en interne, ils sont guidés pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire ensuite. Donc, le virement part, l'entreprise reçoit le virement, et puis après, elle est sollicitée une dernière fois pour un dernier document réglementaire, qui est la lettre d'attestation de possession des titres. Et une fois qu'elle est fournie à la banque clôture le dossier. Donc, nous, aujourd'hui, pour vous faire une idée, donc on gère 1700 investisseurs, on a 1500 conseillers bancaires connectés à la solution, 1005 entreprises qui sont utilisatrices, et nous venons de célébrer notre 100 millionième d'euros traité via Catalyseur. Donc l'idée ici, c'est on voit l'engouement parce qu'on a noté une augmentation de volume de 30% en ce moment. Je pense que la période est particulièrement favorable par rapport à d'habitude. On pourrait croire qu'avec le Covid, ça ralentit un petit peu. Finalement, quand c'est digital, on a l'impression que ça a quand même une forte accélération. Donc, grâce à nous, les banquiers gagnent en moyenne 78% de leur temps. C'est-à-dire que tout le temps de relance, d'incompréhension, il est éliminé.
Il ne reste plus que le temps d'expertise, et c'est tout. Donc, on gagne du temps en interne, on gagne du temps aussi en énervement, et surtout, on va gagner en délai, parce que tous ces dossiers-là, ça peut durer jusqu'à 2 mois, parfois 6 mois. On parle en mois, hein, pas en secondes. Et avec notre système, comme l'a dit justement Alexandre, bien on parle en minutes. Voilà. Et donc, clôturer un dossier, chez nous, ça se compte en minutes. Notre record actuel de bout en bout, c'est 23 minutes, pour vous faire une idée. Voilà. Ouais, juste une précision aussi, quand tu dis que la banque, elle gagne 78% de temps, il faudrait qu'on fasse la statistique aussi pour les sociétés émettrices. C'est incroyable, hein. C'est-à-dire que moi, quand un investisseur souscrit depuis son PEA, la banque m'envoie donc une attestation en recommandé. Donc, faut que je me déplace à la poste. Enfin, soit je suis là, tant mieux, soit je suis pas là, il faut que j'aille à la poste ensuite chercher le recommandé. Je l'ouvre, je le remplis à la main, je le tamponne, je le signe, et ensuite je suis censé le renvoyer en recommandé aussi. Bon, il s'avère que moi je l'envoie en courrier simple et ça marche très bien. Souvent le courrier peut se perdre parce que c'est pas arrivé dans le bon service de la bonne banque. Souvent les banques ont des services communs pour le traitement des PEA qui sont dans des voilà un peu paumés. Donc parfois les courriers se perdent. Et alors là, si jamais le courrier se perd avant qu'ils arrivent à refaire partir une attestation en recommandé encore une fois que j'aille rechercher à la poste, ainsi de suite, ça peut prendre effectivement des semaines, voire des mois, comme disait Clément, quoi. Donc c'est sûr que moi, dès que je vois un client qui veut souscrire depuis son PEA et qui me dit, au fait, mon PEA, il est au CIC, ah bah, je me dis, génial, ça va me prendre 3 minutes et je sais que ça va marcher en plus, quoi. Ça va prendre 3 minutes pour le client, 3 minutes pour moi, 3 minutes pour l'investisseur, donc pour la banque, donc en 10 minutes, montre en main, c'est réglé pour tout le monde. Versus le recommandé qui, ça prend du temps d'aller le chercher à la poste. Ensuite, c'est du papier. Donc ça veut dire que pour protéger un peu la planète et l'avenir de nos enfants, c'est quand même mieux d'éviter d'envoyer des recommandés. Quand on a 100 personnes qui investissent, on peut éventuellement recevoir 100 recommandés. Donc il y a quand même quelque chose qui cloche. Donc c'est sûr que le fait de dématérialiser ça et de supprimer les courriers et de supprimer les recommandés, ça va dans le bon sens pour tous les investisseurs et pour toutes les sociétés émettrices comme nous, quoi. Donc, je te ferai une statistique, Clément, si tu veux, avec le temps gagné par souscription, mais je pense qu'il doit être proche de 78% aussi pour nous. Ouais. Ah, fantastique, c'est le dernier maillon de la chaîne qui me manquait. J'ai le temps gagné pour les investisseurs qui est à 95%. J'ai le temps des banquiers qui est à 90%. Et puis le temps effectif, par contre, le vrai travail en moins, quoi, c'est 78%. Et effectivement, il me manque le côté entreprise qui aujourd'hui sont tellement occupées qu'elles n'ont pas le temps forcément de faire des stats là-dessus. Et vous, Fabien, côté forcément investisseur, ça vous fait un peu rêver là quand Clément présentait un petit peu sa solution. Est-ce que c'est vraiment aujourd'hui un gros pain point, parce que c'est voilà, quelque chose de douloureux à chaque fois quand vous devez vous y mettre. Et voilà, est-ce que tout ce sujet de digitalisation, c'est quelque chose que vous attendez ou pas avec impatience? Tout à fait, oui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est très pénible et c'est très lourd, comme on l'a dit, en paperasse et surtout en termes de timing pour arriver à clore un projet. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est un grand frein, je pense, pour justement l'adoption du PEA-PME au-delà de sa compréhension. On a toute la partie pour l'investisseur en crowdfunding en fait qui est digitalisé, complètement digitalisé, l'investissement pur sur la plateforme, trouver un projet, dialoguer avec les porteurs de projets, etc., faire son choix d'investissement, où tous les papiers aussi, on va dire, tous les documents relatifs avec la plateforme sont digitalisés et sont de l'ordre de quelques minutes. Et après, je veux dire, on passe entre guillemets dans un autre monde, on revient effectivement à des délais et des choses qui sont plus du tout digitalisées, quoi. Donc pour moi, c'est clairement aujourd'hui un frein important à cette démocratisation du PME. Ouais. Ok, très bien. Je voulais aussi évoquer un autre sujet un peu qui peut être un frein et notamment voilà, parce que vous devez le savoir, et puis en particulier Olivier, que voilà les réglementations changent, voilà, évoluent régulièrement. Est-ce que voilà, aujourd'hui ça s'enchaîne? Est-ce que vous dites aujourd'hui ça fait quand même depuis un petit moment qu'il y a une certaine, je sais pas, est-ce qu'on peut parler ou pas d'instabilité fiscale aujourd'hui? Alors, c'est une très bonne question. Ce qui est intéressant de voir, peut-être juste pour parler du contexte actuel avec
la crise sanitaire qu'on connaît, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement a toujours martelé, et le président aussi en avant-première, une stabilité fiscale. Et on le voit, c'est que sur les dernières lois de finances, il y a eu très peu d'évolutions, à part des évolutions en faveur pour soutenir l'économie et pour soutenir les foyers les plus modestes. Donc, il y a une instabilité fiscale quand on regarde une période longue. Quand on regarde à court terme, pour l'instant, on est plutôt sur une stabilité. On peut imaginer en revanche qu'une élection présidentielle est toujours de nature à rebattre un peu les cartes. C'est un avantage du PEA et du PEA-PME. On en parlait en introduction sur l'avantage fiscal, qui est celui de l'exonération d'une quote-part. Mais comme on parle d'un outil qui est assez pérenne, fiscalement parlant, celui-ci est aussi intéressant parce que s'il y a des évolutions de la fiscalité sur les plus-values, pour prendre que cet exemple-là, via le PME, on nettoie cette instabilité fiscale. Alors après, il y a l'instabilité sur les prélèvements sociaux. On voit que ces prélèvements sont à 17,2 aujourd'hui, ils étaient à 15,5 il y a quelques années, et si on remonte dans le passé, on atterrit à zéro. Donc, c'est assez intéressant aussi d'aller chercher ces mécanismes-là parce qu'il permet justement d'annihiler l'instabilité fiscale qu'on peut connaître en fonction des différents événements extérieurs et notamment les changements de président ou de présidente. Ok, et vous, Fabien aussi, c'est dur à suivre à chaque fois, tous ces changements ou pas? Oui, assez. Alors c'est vrai qu'effectivement, il y a sur le PE-PME, en tout cas, il y a une certaine stabilité. Sur l'IR-PME aussi, par contre, c'est une certaine instabilité. On était à 18%, on est repassé à 25%, puis on est passé à 25%, puis on retombe à 18%, puis peut-être on va peut-être être à 25%. Donc il y a cet aspect-là qui peut qui crée ce sentiment effectivement d'instabilité et avec le message derrière de finalement de pas être si sûr que ça de la part du gouvernement, en fait, d'inciter les épargnants finalement, hein, donc du coup via la carotte fiscale à comme on dit flécher son épargne vers l'économie de projets ou de TPE, PME. Ok, très bien. Il y a aussi un autre, voilà, peut-être un autre frein encore que je voulais évoquer et qui revient très régulièrement, on en parle beaucoup, mais sur l'incitation, en tout cas des Français à en savoir plus, en tout cas, ou à prendre conscience et à sauter le pas, on va dire, vers toutes ces mesures dont on a parlé, aller sur le PEA, PME. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut en faire plus? Parce qu'on a l'impression, et puis on l'a encore vu cette année en 2020 avec la crise, que les Français ont beaucoup, enfin pas tous les Français, hein, bien sûr, mais il y en a qui ont quand même pas mal épargné et beaucoup qui effectivement ont privilégié le livret A et l'assurance vie. Je caricature un petit peu, mais comment est-ce que en fait on fait aujourd'hui? Comment chacun de vous en fait vous essayez d'inciter davantage les Français à s'y mettre? Et est-ce que encore une fois l'enjeu fiscal est aussi évoqué quand on peut en parler, parce qu'on n'a pas l'impression non plus que ça prenne autant, en tout cas ça se démocratise. Comment est-ce qu'on fait pour que ça devienne encore un sujet un peu plus important? Donc je ne sais pas qui veut commencer. Voilà. Moi, je vais bien commencer parce que je suis le seul à avoir mon micro ouvert. Ce qu'on a dit un peu au début, c'était qu'il y a cette forte pédagogie des acteurs, de l'écosystème. C'est-à-dire que ceux qui ont les informations, qui ont la connaissance, il faut la transmettre. En disant, sachez que voilà ce qui existe. Ensuite, on note quand même que ça va plutôt dans le bon sens. Avec la loi Pacte a ouvert beaucoup de choses. Ils ont monté les plafonds des PEA, des PEA-PME. Ils ont diminué les frais. En tout cas, ils les ont mis en pourcentage et plafonnés. Donc, ça va quand même dans le bon sens. Ils ont ouvert aussi le PEA jeune. Donc, c'est quand même le troisième PEA qui existe. Il y a le PEA, PEA-PME, il y a le PEA jeune aussi. Je crois qu'il est plafonné à 20 000 euros, mais qui peut inciter les jeunes, à se lancer et à s'initier aux investissements de mon côté. Donc, je veux dire que l'environnement économique en France fait que l'économie réelle, en tout cas, on essaie de fléchir un peu plus ça, comme disait Fabien, sur l'économie réelle. Ça s'assouplit, les plafonds, les tarifs. Et ensuite, pour moi, l'étape suivante, c'est les banques. C'est à elles de faire, on va dire, la dernière étape. C'est pour ça qu'encore une fois, je me répète, mais nous, on est un grand supporter du TOCAD parce que on aimerait bien que toutes les banques se connectent à leurs solutions. Alors, ça arrive progressivement et on le voit, nous, concrètement, dans la réalité, que on en fait de plus en plus
en ligne grâce à eux. On a beaucoup de banques en ligne, je me permets de les citer, qui sont Boursorama ou Fortuneo par exemple, où ça marche très mal, le PEA et PA-PME. Malheureusement, alors ça se dit banque en ligne, mais finalement, dès qu'on sort des placements un peu traditionnels, c'est très compliqué pour elles, parce que c'est souvent des robots derrière enfin voilà, je vais pas m'étendre, mais c'est souvent des sujets un peu compliqués qui traitent les sujets un peu complexes, donc ça marche assez mal. Et donc ça, c'est sûr que le jour où toutes les banques traditionnelles et banques en ligne sont connectées à une solution comme Utocat, c'est sûr que ça boostera énormément les souscriptions via ces PEA, PAE, parce que les investisseurs, ce qu'ils veulent aussi, c'est de plus en plus, c'est ne pas perdre trop de temps. Donc c'est sûr que si on dit, voilà, vous souscrivez en 3 minutes versus vous allez à la banque, vous imprimez, vous signez, vous avez des recommandés, il faut les chercher, il faut les renvoyer, il faut les scanner. C'est sûr que voilà, si on dit que c'est 3 minutes, ça va inciter les investisseurs. Et ça va aussi inciter les plateformes intermédiaires à ouvrir leurs projets aux souscriptions PEA, PME, si elles savent que ça leur prend 3 minutes. C'est sûr que quand nous, on a des projets chez Baltis où on sait que ça va prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois pour recevoir les fonds, bah, il faut rester motivé, quoi. On est résilient, on continue, mais c'est sûr que si tous les clients souscrivaient en 3 minutes, ça nous ferait gagner beaucoup de temps. Et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de plateformes immobilières ou autres qui ouvriraient leurs produits à ces solutions éligibles au PEA et PEA-PME. Donc c'est pour moi le dernier maillon de la chaîne, ce sont les banques qu'il faut connecter à l'écosystème. Alors Charlie, on t'entend pas parce que tu n'as pas ton micro. Ouais. Oui, pardon. Oui, je disais, vous êtes une des rares plateformes, vous, à le proposer sa souscription. Pourquoi, en fait, aujourd'hui, les autres suivent pas trop, justement, c'est à cause de ce que vous évoquiez juste avant? Ouais, bah c'est ça. Alors je pense, il faudra leur demander, hein, mais je pense que c'est principalement parce que ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de plateformes qui collectent très vite, hein, en 5-10 minutes, en 1 heure. Donc c'est sûr que c'est très compliqué là pour le coup de souscrire depuis son PEA en 1 heure. En tout cas, d'avoir envoyé les fonds en 1 heure, je pense que c'est impossible. Par contre, ça peut se faire en 24-48 heures si c'est bien géré et bien optimisé. Je pense que certaines plateformes ne le font pas à cause de ça. Il y a aussi des plateformes qui ne le font pas parce qu'elles n'ont pas besoin. Ça veut dire qu'elles collectent tellement vite qu'elles se disent, bah, pourquoi je dirais ouvrir à quelque chose de compliqué avec des attestations, de la documentation, des mails, etc., me connecter sur une plateforme, etc., etc. Donc, en fait, elles ne voient pas trop l'intérêt. Ou alors, elles le voient peut-être pour des gros tickets à 50, 100 000 ou 500 000 euros, où là, elles se disent, bon, ça vaut le coup de le faire parce qu'on sait que c'est pour un seul client, donc on peut le suivre. Mais en tout cas, faire de la masse PEA, c'est sûr qu'il faut avoir en tête que la collecte, officiellement, elle peut durer jusqu'à 1 mois ou 1 mois et demi, le temps de recevoir l'intégralité des virements. Donc, c'est vraiment un frein de temps. Pour moi, c'est le seul sujet. Mais une fois que ce sujet de temps sera résolu, j'ai bon espoir que tout le monde s'ouvre au PEA-PME. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait Jérémy de Fundimo dans les participants. Si tu veux nous mettre un petit message, je ne sais pas si toi, tu es ouvert à ce que tes clients investissent depuis leur PEA-PME. PEA, mais je pense que, voilà, je me répète, mais si on a résolu le problème de temps, on aura résolu beaucoup de choses. Ouais. Ok. Et oui, peut-être, je ne sais pas si Clément, vous vouliez dire un mot justement sur voilà, comment aujourd'hui inciter plus les Français justement à se mettre voilà, au PA-PME, voilà, si vous aviez un petit peu des idées ou pas. Nous, par historique, et c'est pour ça qu'on a construit Catalyseur, on a constaté que les investisseurs n'utilisaient pas le PEA ou le PA-PME. Le premier frein, c'était l'ignorance, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas que ça existe, tout simplement. Donc ça, malheureusement, on compte sur les plateformes de crowdfunding, hein, puisque les banques voilà, ne veulent pas trop en parler. Donc on compte sur l'écosystème. Après, il y a la douleur administrative violente à laquelle on fait face quand il n'y a pas Catalyseur. Donc, bon, bah là, on a apporté notre brique à l'édifice. Et enfin, il y a les frais, puisque chez Boursorama, par exemple, c'est eux qui ont la palme d'or, c'est 500 € de frais, quoi. Voilà. C'est eux les plus chers. Du coup, quand vous investissez 100 €, bon, ben, 500, c'est un peu dissuasif quand même. Bon, sur le dernier point, la loi Pacte est passée par là. Il y a eu un plafonnement qui a été mis en œuvre à 1,2% du montant. Donc, il y a encore débat sur est-ce que ça fait encore trop 1,2%. Mais bon, en tout cas, déjà, ça permet aux petites sommes de quand même aller dans le PEA.
Donc, vu qu'on a adressé à peu près tous les sujets qui étaient des freins vraiment bloquants pour le PEA, il ne reste plus qu'à faire prendre conscience que le PEA existe et ça permettra de diffuser ces pratiques. Nous, on a remarqué qu'il existe plusieurs façons de faire. Bon, c'est vrai que généralement, c'est au moment où on investit que c'est bien d'avoir l'info, quoi. Donc, forcément, les plateformes sont bien placées pour en parler. Et vous, D'ailleurs, Fabien, comment est-ce Jean-Yves, que… on voit juste le commentaire de Jérémy, donc une autre plateforme de crowdfunding immobilier qui s'appelle Fundimo. Il te dit une statistique intéressante, c'est qu'il y avait 1% des investisseurs qui souscrivaient depuis leur PA-PME en 2020. Alors j'imagine que 2020 c'était la demi-année, parce que ça date de juillet, mais que là, dans ce début d'année, ils sont déjà à entre 5 et 10%, donc ils sont à 5 fois, entre 5 et 10 fois plus de souscription. Donc ça veut dire qu'il y a de la demande et que les investisseurs, s'ils ont la possibilité de le faire, ils sont prêts à le faire. Alors, ils précisent bien encore une fois qu'il y a des lenteurs aussi administratives, parce que ça, c'est le cas pour tout le monde, mais on sent bien qu'en tout cas, il y a un mouvement qui se crée et qu'avec des lourdeurs administratives, on arrive quand même à 5-10% de souscription via des PA-PME. Donc, on peut estimer que le jour où il y a moins de lourdeurs administratives, on puisse passer à 30%, 40% ou même 50% via des PA-PME. Ouais. Hop, ouais. Ok, très bien. Et ouais, bonne réponse. Peut-être Fabien, vous, genre, comment est-ce que peut-être d'ailleurs dans votre entourage, vous êtes peut-être un des seuls à avoir sauté le pas. Est-ce que vous, voilà, comment est-ce que vous, je sais pas si vous en parlez aussi autour de vous et comment est-ce que, pareil, un peu la même question, mais comment est-ce que on peut aujourd'hui inciter les Français voilà, en savoir plus déjà, effectivement, on a ce sujet de l'ignorance, mais comment effectivement les inciter à sauter le pas. Sur le PEA-PME, effectivement, alors on a les deux objectifs, on va dire démocratiser, on va dire l'investissement sur le PEA-PME, enfin le PEA-PME, et aussi cette volonté de démocratiser l'investissement dans des projets entrepreneuriaux, TPE, PME, start-up. Et je pense que les deux justement peuvent se nourrir l'un de l'autre. Démocratiser donc l'investissement dans des projets en disant qu'effectivement après l'investissement il y a aussi cette carotte fiscale, cet avantage fiscal qui est présent avec le PEA-PME, et de l'autre aussi via plus des communications bancaires ou via les plateformes de crowdfunding, via la connaissance, on va dire, ou la pédagogie à faire autour du PEA-PME, dire qu'il existe aussi, donc ça permet donc d'investir dans du non-côté, le PEA pour le côté et donc du coup le PEA-PME pour le non-côté. Les deux, je pense, peuvent justement se nourrir l'un de l'autre pour avoir une plus grande démocratisation globale. Si ce n'est qu'effectivement, aujourd'hui, comme on l'a dit, il y a quand même ces freins importants-là sur le PEA-PME, de l'administratif, du temps et du temps engagé et des frais qui sont associés à ce mécanisme-là. Ok, super, merci. Et peut-être pour terminer un peu ce webinaire, j'ai une question assez vaste, mais peut-être voilà sur les évolutions. En tout cas, c'est quoi votre peut-être un petit peu vos vœux. Voilà, qu'est-ce que vous espérez voir évoluer en termes justement fiscalité pour le non-côté dans les années à venir. Est-ce qu'il y a des choses vraiment des points bloquants qu'on pourrait enlever facilement selon vous, que c'est un petit peu vos vœux. Ouais, moi je vais bien commencer. Moi, mon vœu, ce serait que dans 6 mois, j'ouvre les échos et je vois Utocat connecté à 100% des banques françaises. Donc là, ça veut dire que tout le monde peut souscrire en 3 minutes. Et peut-être que l'évolution encore après, c'est que la souscription PEA ou PA-PME puisse être entièrement à la main de l'investisseur. C'est-à-dire qu'il doit finalement passer par des filtres qui valident les cases de manière assez automatique, mais que lui puisse mettre ses documents en ligne, qu'ils soient lus et screenés par des robots, par autres, et qu'ensuite, si tout va bien, il clique sur envoyer l'argent et ça envoie l'argent. Qu'il n'y ait pas besoin d'avoir un relais humain qui peut parfois freiner ces souscriptions-là. Et il y a beaucoup d'investissements qu'on peut faire seul dans son coin et de manière autonome. Alors le PEA-PME est quand même assez réglementé, donc
il faut quand même être peut-être un peu plus de contrôle, mais je suis assez persuadé qu'on pourrait le faire quasiment de manière autonome depuis son espace bancaire, par exemple, en mettant ses documents et ensuite qu'on ait un peu plus la main et qu'on ne soit pas dépendant d'une personne physique, en tout cas. Clément, mis à part effectivement être connecté à toutes les banques françaises. Nous, de notre côté, notre idée, c'est d'être au service de ceux qui ont envie d'investir. Et donc, certes, il y a le PEA, le PEA PME, le PEA jeune. Sachez qu'il y a aussi le plan épargne retraite désormais, dans lequel nous, on peut loger des titres de mon côté. La petite particularité, c'est que si jamais vous avez des revenus qui sont assez élevés, donc par exemple 30% ou disons 45%, vous pouvez effacer vos revenus à ce moment-là, mettre de l'argent dans le PER, et puis investir, par exemple, chez Baltis Capital directement. Et puis quand vous aurez fait de la plus-value, vous en disposerez soit à la retraite sous forme d'argent, soit vous pourrez réinvestir à nouveau. Donc l'avantage du PER, qui est assez mince par rapport au PEA, il ne faut pas se leurrer, c'est l'effacement immédiat de vos revenus. C'est-à-dire que si une année vous avez trop de revenus, la question du PER peut se poser éventuellement. Et donc, on a le plaisir de vous annoncer que vous êtes les premiers à être au courant qu'on peut mettre des titres non cotés dans le PER. Et seul Crédit Agricole le fait à date. Donc, notre objectif, c'est que tous les outils pour faciliter l'investissement soient vraiment dans les mains des clients finaux. Nous, comme le sait Alexandre, c'est un formulaire, on clique, on dit ben voilà, je veux mon PEA, je veux mon PER, ou peut-être qu'à l'avenir il y aura l'assurance vie. On clique sur l'enveloppe fiscale que l'on veut, et puis hop, voilà, c'est fini, tous les papiers sont remplis, puis on peut investir en direct. Notre objectif, c'est que vraiment les investisseurs puissent s'affranchir de toutes ces contraintes administratives, se focaliser sur la sélection de dans quoi ils vont investir, et puis que toute cette partie administrative disparaisse, quoi. Ok, en tout cas, merci pour l'info sur le PER. Fabien, vous, qu'est-ce que vous aimeriez, je ne sais pas, pareil, quel verrou vous aimeriez voir sauter ou quelle modification vous aimeriez voir apporter Je rejoins Alexandre complètement sur l'aspect digitalisation. Donc aujourd'hui, hormis l'aspect fiscalité, l'investissement qu'on fait, que ça soit du crowdfunding IMO, du crowdlending, du crowd equity, on sait le faire depuis derrière son écran en quelques minutes. Avec signature digitalisée, etc. Pas de papier, donc du coup c'est rapide, pas de paperasse, et en termes de temps, on y gagne. Donc effectivement, pour moi, le vœu, ce serait effectivement cet aspect complètement digitalisé et pour l'investisseur, en tout cas, masquer cet aspect des différents acteurs intervenants qui peuvent intervenir via le PEA PME. Masquer cet aspect-là, effectivement, qui, pour l'investisseur, en fait, veut juste avoir une ligne de plus dans son PEA PME. Et l'autre point, j'allais dire, c'est sur l'aspect, on a parlé en début, simplification des dispositifs liés à la fiscalité entre l'IR-PME et le PEA-PME. Donc aujourd'hui, comme disait l'investisseur lambda, il ne sait pas nécessairement quelle est la bonne stratégie qui est la plus adaptée. Donc avoir plutôt quelque chose de plus clair pour l'aider et à la fois pour l'aider par rapport à sa propre stratégie ou à avoir quelque chose de plus simple qui ne fait pas hésiter finalement sur l'investissement via un PEA PME qui est quelque chose de plus long terme et donc qui va justement dans le sens d'investir dans des projets entrepreneuriaux avec quelque chose dans un objectif de plus long terme. Donc c'est cet aspect-là, c'est à la fois digitalisation et simplification fiscale. Super clair. Et peut-être pour terminer, Olivier, vous de votre côté ce qui est intéressant dans tout ce qui est dit là, c'est qu'on a un thème qui est crowd equity et fiscalité, mais comme ça avait été dit à un moment, la fiscalité n'est pas le driver ici, et c'est qu'un effet à prendre en compte, mais ce n'est pas ça qui pousse un investissement. Et donc, au final, on parle un peu de fiscalité, mais on ne parle pas que de ça. Si j'essaye de conclure plutôt sur la fiscalité, puisque c'est mon domaine, on voit que la loi Pacte a donné un certain nombre de flexibilité, mais on a donné un certain nombre de flexibilité
un instrument qui était extrêmement rigide. Donc aujourd'hui, il demeure rigide, que ce soit à l'entrée dans l'investissement qu'à la sortie. Il n'y a pas de droit à l'erreur. C'est-à-dire que c'est un point qui a été noté, c'est que si on n'investit pas initialement dans le PEA, on ne peut plus transférer des titres qu'on a déjà acquis dans un premier temps hors PEA et on ne peut plus le passer dans le PEA. De la même façon, à la sortie du PEA, il y a souvent, et ça arrive souvent dans des opérations de cession, qu'on n'obtienne pas le prix de cession. On ne vous entend plus. Le micro a été coupé. On a que c'est bloqué. Mince. Je me disais, on n'avait pas eu de problème technique pendant 1 heure. C'était assez étonnant. Donc, ça devait arriver. En attendant de retrouver Olivier, est-ce que l'un de vous, comme on arrivait effectivement déjà à la fin un petit peu de ce webinaire, est-ce que un de vous voulait peut-être rajouter un petit mot de conclusion, tout simplement? Moi, j'avais plutôt une question pour toi, Charlie, savoir si tu as un PEA. Oui, très bonne question. Figurez-vous que j'en ai ouvert un il y a 2 mois, je pense, et j'ai toujours rien fait. Voilà. D'accord. Parce que rien que pour aller, et moi je suis un petit peu ces sujets, mais rien que je me suis connectée une fois sur la plateforme à 23h et je me suis dit, tiens, je m'y mets. Et en fait, face à la complexité du truc, je ne comprenais rien. J'ai dit, non, ça ne va pas me prendre 5-10 minutes. Donc, en fait, j'abandonne. Et depuis, j'y suis jamais retournée. Voilà. Bon, il faut pas se démotiver, quoi. Ça vaut le coup, hein. Donc, il faut s'accrocher. Ouais. Non. Apparemment, non. Bon, écoute. Ah si, vous nous entendez bien, Olivier? Oui, pardon, je vous entendais depuis le début et je ne sais pas, je suis navré d'avoir été le premier couac de ce webinaire d'aujourd'hui. Et alors, du coup, alors, je ne sais Donc, donc pour finir Voilà. là-dessus, c'est un gain de flexibilité qu'il faut qu'on arrive à atteindre aussi bien à l'entrée qu'à la sortie. Je vous disais, à la sortie, souvent, on ne récupère pas le produit de cession intégralement et tout ça peut avoir des conséquences sur le maintien du PEA. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Après, il y a des questions qui sont plus politiques ou démagogiques en fonction des plafonds, des seuils qu'on peut mettre, des enveloppes qu'il peut y avoir dans chacun des PEA, PME, etc. Et aujourd'hui, tant que la fiscalité on a une exonération à travers ce mécanisme, je pense que cette exonération est plutôt durable aujourd'hui. Donc il faut s'assurer qu'elle le soit. Voilà. Après, on a toujours la question des prélèvements sociaux qui pourrait être un autre cheval de bataille, mais c'est peut-être pas aujourd'hui. Super. Écoutez, merci. On arrive en tout cas à la fin, au terme de ce webinaire. Alors, je n'ai pas vu, parce que je ne voyais pas les questions, etc. pendant l'intervention, donc je n'ai pas pu bien suivre, mais j'ai enfin trouvé l'endroit où elles étaient. Mais j'ai l'impression que pratiquement tout le monde a répondu au fil de l'eau. C'est parfait. Ça m'a un petit peu soulagé de quelques questions. Alors, je ne sais pas, tu vois, hop, parfait, Florence, ça paraît comme ça. J'avais un petit mot pour les personnes qui sont frustrées avec leur banque. Si vous voulez que votre banque change, vous pouvez envoyer soit une lettre avec accusé de réception au service client pour dire que vous êtes très, très mécontent du service, notamment lié au PEA. Sachez que c'est la seule façon pour une banque d'avoir un retour qui remonte à peu près en haut de la pyramide. Parce qu'en parler à votre conseiller bancaire, sachez que ça finit dans la poubelle. La seule façon que ça remonte, il faut l'envoyer au service client de la banque. Vraiment, c'est l'unique manière de manifester votre mécontentement en termes de lenteur et de process de type labyrinthe, quoi. Ok, merci pour le conseil. Florence, voilà, tu nous as rejoint. Je ne sais pas si effectivement, comme il y a eu quelques questions pendant le webinaire, j'ai l'impression qu'elles ont été répondues. Tu as un peu répondu d'ailleurs. Et est-ce que tu en as vu d'autres? Parce que là, moi, je scrolle un peu. Oui, je pense en effet que la plupart des questions ont été traitées soit au fil de l'eau, soit via les interventions de nos intervenants.
Peut-être une question alors, à laquelle a répondu Alexandre, mais sur laquelle d'autres peuvent peut-être réagir, de Joseph. Nous constatons que l'equity crowdfunding perd en vitesse chaque année au profit du crowdfunding immobilier et du lending. Comment la fiscalité peut-elle relancer l'equity crowdfunding? J'ai pas le sentiment, pardon pour essayer de rebondir, j'ai pas le sentiment que ça soit une question de fiscalité. C'est plutôt une question de produit et d'attirance, d'appétence des personnes sur ces produits-là. La fiscalité aujourd'hui, en tout cas via le PEA, est assez réduite déjà. Oui, et ce que j'ai répondu aussi dans la question, c'est que quand on investit via son PEA ou son PEA-PME, on ne peut pas bénéficier de la réduction d'impôt. On ne peut pas cumuler les deux. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, si vous investissez dans une start-up, par exemple, via votre PEA, vous n'aurez pas cette réduction de 25%. Oui, c'est bien à choisir. Il faut choisir des fiscalisations à l'entrée ou à la sortie, comme l'a précisé Fabien. Alors, ce que j'expliquais aussi en commentaire d'une autre question, mais qui rejoint un peu celle-ci, c'est que la demande de prorogation de la défiscalisation de l'IRPME à 25% au lieu de 18% actuellement a été faite donc en fin 2020 et donc on devrait passer dans les prochaines semaines à une défiscalisation à hauteur de 25%, ce qui pourrait être un petit pouce à l'investissement, mais ce sera sans doute pas suffisant. Hein. On l'a vu, ça a été le cas entre août et décembre 2020, et ça n'a pas permis de faire exploser non plus l'investissement sur les plateformes de financement participatif. Mais néanmoins, c'est une incitation qui peut être avantageuse et qui peut pousser au déclic sur certains investisseurs. Je rejoins effectivement ce qu'a dit Olivier tout à l'heure sur l'aspect pourquoi le crowd equity était un petit peu en baisse par rapport aux autres types d'investissements. C'est vrai que pour l'investisseur, ça reste quand même le projet qui va driver l'investissement. La fiscalité, finalement, comme je disais tout à l'heure, n'est que un objectif second. Et pour moi, c'est plus peut-être peut-être dû à la crise, effectivement, que sur des projets encore toujours très risqué avec la crise, le risque est d'autant plus présent, ce qui a fait que les épargnants sont moins tournés sur ces projets-là. Après, il y a effectivement il y a eu un grand boom effectivement du crowdfunding côté immobilier. Là, ça rejoint plus aussi l'aspect, je veux dire, culturel des épargnants français d'investir dans la pierre. Donc, il y a un peu on retrouve un peu la version risque de l'épargnant français en voulant choisir davantage des types d'investissement effectivement du prêt, du crowdlending ou de l'immobilier pur, et donc du coup un peu moins de projets d'equity avec quelque chose qui a un objectif plus long terme. De notre côté, de notre point de vue, sur la différence entre ces deux investissements, c'est que l'investissement en equity est souvent plus rentable, donc on gagne plus d'argent. C'est aussi un peu plus porteur de sens parce qu'on est vraiment, entre guillemets, embarqué dans le projet, parce que si le projet réussit, on aura une rentabilité intéressante. S'il ne réussit pas, on aura une rentabilité pas très élevée, voire on perd de l'argent. Je pense qu'il y a cette notion de risque ou d'incertitude concernant la performance qui fait qu'il y a une préférence vers le lending, parce qu'au moins en lending, on sait à peu près dans quoi on s'embarque, et peut-être que le lending est plus facile à comprendre ou à comparer, parce que en France, l'achat de la résidence principale, c'est l'investissement principal de tous les Français, enfin d'une très très large majorité. Et donc, qui dit investissement immobilier dit un crédit, dit on est habitué un petit peu aux effets d'une dette, tandis que l'investissement en action est quand même moins monnaie courante. Donc, il y a cet aspect culturel habituel et aussi lié à ce qu'on fait habituellement. Nos parents ont une maison, on achète une maison un jour, etc. Et donc, c'est déjà plus aventureux d'aller dans le côté action.
Et puis, il y a des difficultés aussi de mettre en valeur des projets avec des fortes incertitudes. Et en plus de ça, la réglementation financière française est quand même très dissuasive pour les projets à risque, alors que malheureusement, c'est ça dont on a besoin en France pour l'économie réelle, la relancer ou tout simplement la lancer tout court. Donc, c'est la réglementation aussi, malheureusement, qui vient contraindre tout ça. Pour rejoindre ce que dit Clément, et ce que disait Fabien aussi, c'est vrai qu'il y a une vraie aversion au risque et des réels warnings auprès des investisseurs qui sont établis par la réglementation, qui ne facilitent pas non plus. Enfin, on a une éducation financière en France qui n'est pas terrible. On le voit au Royaume-Uni. Il y a beaucoup plus comment dire, enfin, il y a une pédagogie autour de l'investissement financier qui est beaucoup, qui est bien réel, et une incitation aussi qui est bien réelle, dans le sens où investir dans une PME innovante au Royaume-Uni, c'est 50% de défiscalisation, donc c'est forcément des avantages fiscaux qui, je pense, séduisent les investisseurs. Là où on est un petit peu plus frileux en France. Néanmoins, l'investissement en capital en 2020 a quand même pas mal augmenté. L'année dernière, il a augmenté de 46%, en passant à 57 millions d'euros collectés versus 39 millions l'année précédente. Donc, il y a une explosion du crowdfunding immobilier, c'est évident, mais c'est pas tellement au détriment d'autres secteurs qui continuent d'évoluer aussi. Non, mais je regarde Florence, mais pas eu d'autres questions depuis, en tout cas. Je réagis en complément à Frédéric Emery sur la perception du risque dans le crowdfunding immobilier, une obligation versus une action. L'obligation donne un sentiment de sécurité. Ah, génial, je vais chez Baltis Capital et puis je vais avoir 10% par an, 8%, 5%, 15%, bon, peu importe. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même que le projet réussisse derrière. Alors, bien sûr, chez Baltis Capital, tout réussit tout le temps, mais le problème, quand même, c'est que on a ce sentiment de sécurité. Mais si on prend une obligation sur 5 ans, par exemple, le fait c'est qu'une entreprise sur 5 ans a quand même beaucoup de chances d'avoir des difficultés. Vous voyez le Covid qui survient comme ça. Il y a d'autres risques qui existent. Donc, on a l'impression que c'est sécurisé, alors que l'action, au moins, c'est la même chose, quoi. À la fin, si le projet réussit, on va en tirer d'ailleurs plus de fruits avec une action. C'est donc un rendement meilleur. Et donc, c'est un peu, le fait qu'on ne soit pas habitué au sujet obligataire versus action qui fait qu'on a cette perception de risque qui n'est pas la même. Donc, vraisemblablement, nous, de notre côté, on voit bien les obligations continuer à se développer très lourdement de par la culture actuellement c'est plus simple de démarrer par des obligations parce qu'on a l'impression que c'est moins risqué. Oui, en tout cas, moi, je serais très curieuse de voir un petit peu comment ça va évoluer, effectivement, on disait que, voilà, le manque de démocratisation. J'imagine que vous suivez tous un petit peu l'arrivée de ces nouveaux acteurs, type Robinhood, Freetrade, Trade Republic, etc., qui vont peut-être effectivement un petit peu plus, on verra, mais sensibiliser les particuliers sur toutes ces questions d'investissement, même si pour l'instant, voilà, ils ne font pas forcément du non-côté, mais j'imagine en tout cas, pour discuter avec certains, que c'est des choses qu'ils ont forcément en tête. Donc, à voir si ça va pas aussi permettre toute cette démocratisation. J'y pensais. Charlie, je n'ai pas repéré d'autres questions. Est-ce que de ton côté, tu as vu Non, je refaisais un petit check là et non, pas eu rien de nouveau. Non, donc parfait. Écoute,
Déjà, moi, je voulais vous remercier tous pour les échanges. C'était hyper clair, malgré que le sujet ne soit pas très simple. Merci encore pour votre temps. Et puis, Florence, peut-être que je te laisse le mot de la conclusion. Très bien, merci Charlie. Merci à tous pour vos interventions. C'était passionnant. On a encore de gros chantiers devant nous, visiblement, en termes de démocratisation. D'une part, côté investissement dans les startups et TPE-PME via le crowdfunding, mais également sur les avantages fiscaux d'investir dans les entreprises non cotées. Et on l'a vu, le PEA-PME peut être un vrai booster de l'investissement, notamment depuis la loi Pacte et son ouverture, qui a ouvert le PEA-PME aux obligations, aux mini-bons et aux titres participatifs aussi, intermédiés par les plateformes. Mais encore faut-il que celui-ci soit efficace, c'est-à-dire moins de paperasse, moins de temps pour la plateforme, pour l'investisseur, pour la banque, et moins de coûts aussi. Donc c'est des chantiers sur lesquels Financement Participatif France travaille évidemment, aux côtés du TOCAT notamment, pour à la fois faire connaître la solution UTOCAT aux plateformes qui sont membres de l'association, et puis dans une moindre mesure auprès des banques, et puis pour aller vers plus de digitalisation, ce qui répondrait aux pratiques des plateformes de crowdfunding qui sont des outils 100% digitaux, évidemment. Merci en tout cas à tous pour vos participations. Et ce webinaire sera disponible en replay. On vous tiendra informé dès que ce sera possible. Je vous remercie à tous et puis je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup, Florence.